Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des Directs. Le taux d'inflation annuel a augmenté en janvier dernier de 29,6%. Donc on parle là d'une des plus hautes augmentations jamais enregistrées en Égypte. Et il s'agit donc d'un bilan ou d'un communiqué de l'organisme central du recensement et des statistiques. Il a révélé ces chiffres hier pour ce soir. Et dans la partie débat, nous allons parler de l'économie égyptienne et des significations de ce taux d'inflation. Ça doit continuer jusqu'à quand? Est-ce que ça doit affecter l'économie égyptienne? Est-ce que c'est un signe d'inquiétude? Où nous sommes sur la bonne voie, comme vient de le présider le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Mais ça va être donc dans la partie débat. Pour commencer, je vous propose quelques nouvelles. On commence avec celle qui concerne le chef de l'État qui a affirmé, comme je viens de vous le dire hier, que l'économie égyptienne était sur la bonne voie et que les mesures des réformes économiques avaient commencé à porter leurs fruits. Les déclarations du président de la République sont intervenues lors d'une rencontre avec le Premier ministre Sherif Esmaïl ainsi que le directeur de l'audit et de la sécurité nationale. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté notamment sur les réserves en devises étrangères qui ont atteint 26,3 milliards de dollars pour la première fois depuis 2010 et devront couvrir les importations du pays au cours des 6 prochains mois. Là, on reste avec l'actualité en Égypte puisque le président Abdel Fattah el-Sisi se réunira en sommet avec son homologue libanais Michel Aoun, attendu demain pour une visite au Caire. Les discussions entre les deux hommes seront notamment focalisées sur la situation au Proche-Orient. Les deux dirigeants aborderont la crise en Syrie et la lutte contre le terrorisme. Le ministre du Tourisme, Yahya Rachid, a favorablement accueilli hier la levée de l'interdiction des vols imposés par les gouvernements de Suède, de Finlande et de Norvège au voyage de leurs citoyens vers Sharm el-Sheikh. M. Rachid a souligné que la levée de l'embargo imposé depuis 15 mois pourrait inciter d'autres pays à agir de la sorte et relancer le tourisme au sud de Sinaï et notamment à Sharm el-Sheikh. Il a prévu que l'année 2017 témoignerait d'année sœur du tourisme en Égypte et qui constitue une industrie importante pour l'économie égyptienne. Et on termine avec cette nouvelle qui concerne le Conseil de la Haute Cour constitutionnelle qui a décidé aujourd'hui d'ajourner au 12 mars une audience visant à bloquer l'abolition de l'accord de la démarcation des frontières avec l'Arabie saoudite. Selon l'accord, les deux îlots de Tiran et Sanafir devraient être cédés à l'Arabie saoudite. Le verdict qui a été adopté par la Cour administrative est controversé par l'autorité de la magistrature de l'État qui représente le gouvernement. L'autorité de la magistrature dit que l'accord est une affaire de souveraineté qui ne doit pas être soumise aux autorités judiciaires. L'actualité, c'est aussi certainement le Proche-Orient et plus précisément la Syrie. Et l'actualité certainement en Syrie. Là, on rappelle que le gouvernement syrien et des groupes rebelles armés ont de nouveau été conviés à des discussions de paix les 15 et 16 février à Astana. C'est ce qu'a annoncé hier dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères kazakh. Le respect du cessez-le-feu et des mesures de stabilisation de la situation dans certaines régions de Syrie seront au menu des discussions. Dalia Kalam. Il a été décidé de tenir les prochaines discussions de haut niveau dans le cadre du processus d'Astana pour résoudre la situation en Syrie les 15 et 16 février. Annoncé samedi dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères kazakh. Le gouvernement syrien, les représentants de l'opposition armée syrienne et l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, ont été conviés à ces pourparlers parrainés par la Russie, la Turquie et l'Iran. Selon le ministère, une délégation jordanienne participera aux négociations ainsi que des délégués américains qui seront présents en tant qu'observateurs.
Le respect du cessez-le-feu et des mesures de stabilisation de la situation dans certaines régions de Syrie seront au menu des discussions. Ces pourparlers dans la capitale du Kazakhstan suivent un premier ronde de négociations le mois dernier qui s'était achevé sans avancée politique majeure pour résoudre un conflit qui a fait plus de 310 000 morts depuis son commencement fin 2011. Pour la première fois, des représentants du régime syrien de groupes rebelles combattant sur le terrain devaient se rencontrer en face à face, mais les rebelles avaient refusé de s'asseoir à la même table que les émissaires de Bachar al-Assad. L'Iran, la Russie et la Turquie étaient toutefois convenus de la création d'un mécanisme de mise en œuvre et de surveillance du cessez-le-feu en Syrie. On passe au dossier libyen et les efforts de l'Allemand Martin Kobler pour amener la paix en Libye qui ont été jugés insuffisants comme il le fut jadis en République démocratique du Congo, et ce selon toute vraisemblance. Il sera remplacé par le Palestinien Salem Fayyad. Les détails tout de suite dans ce commentaire signé d'Alia Karam. Une fois de plus, Martin Kobler semble faire l'unanimité contre lui. Après la République démocratique du Congo, où il a fini par être déchargé de la plus grande mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO, l'Allemand semble ne pas avoir donné davantage satisfaction à ses employeurs comme envoyé spécial du secrétaire général en Libye. Martin Kobler sera dessaisi du dossier libyen. Selon toute vraisemblance, il sera remplacé par le Palestinien Salem Fayyad. Le secrétaire général de l'ONU en a informé jeudi le Conseil de sécurité ainsi que les protagonistes libéens qui ne seront sans doute pas les plus mécontents de ce remplacement. Déjà, le maréchal Khalifa Haftar a affirmé que Martin Kobler n'était pas aimé des Libéens. Sévère point de vue de l'homme fort de l'Est libéen, mais une opinion qui semble rejoindre celle de beaucoup autour de la crise libéenne. Son remplaçant probable, Salem Fayyad, est un Palestinien de 65 ans qui a été le premier ministre de l'autorité palestinienne de 2007 à 2013. Il va prendre en charge un dossier délicat qui va exiger tout le doigté pour faire tenir l'accord politique chancelant autour duquel les Libéens sont en discussion depuis des semaines. Le maréchal Haftar récuse l'autorité de Faiz al-Sarraj, actuel dirigeant à Tripoli, la capitale d'un gouvernement d'unité nationale que soutient une partie de la communauté internationale. Il a exigé et semble avoir obtenu la constitution d'un autre gouvernement d'union qui lui reconnaîtrait un rôle plus important de chef d'état-major de l'armée pour que ses forces et ses moyens militaires non indifférents quittent la région de Tobrouk à l'est libéen et se fondent dans une structure nationale unitaire. Ce serait la condition pour que le gouvernement rival et le Parlement qui lui sont favorables dans cette partie du pays cessent de se poser en rivaux de ceux qui sont établis à Tripoli. Le maréchal Haftar, qui dispose d'avions de chasse et de tanks pour son armée, a de quoi peser sur l'avenir de la Libye. C'est lui qui a chassé les terroristes de Benghazi, la deuxième ville du pays. Il est soutenu par l'Égypte et par la Russie, alors que M. Faiz al-Sarraj est soutenu par les Occidentaux, mais avec une autorité qui ne va pas au-delà de Tripoli. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné jeudi 2 jours aux membres du Conseil de sécurité pour accepter ou non sa décision de récuser Martin Kobler. Ce serait sa première nomination importante depuis son arrivée à la tête de l'ONU le 1er janvier dernier.
Bonsoir. Donc, on rappelle que l'organisme central du recensement et des statistiques a annoncé hier que le taux d'inflation annuel en Égypte a atteint en janvier dernier, le mois dernier, donc 29,6%, l'un des taux les plus importants jamais enregistrés en Égypte. Nous allons parler de la situation économique en général ici en Égypte aujourd'hui. Là, il faut aussi rappeler que les 2 derniers jours, vers la fin de la semaine dernière, le taux de change de la livre égyptienne contre la monnaie, la devise étrangère principale, le dollar, a augmenté, c'est-à-dire le dollar a baissé un petit peu la valeur, même face à la monnaie nationale. Quelle est aussi la signification de ce changement? Donc, on va essayer de jeter un coup d'œil sur l'économie en Égypte en général. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Passant Fahmy. Bonsoir Dr Passant Fahmy. Vous êtes membre du Parlement et vous êtes expert en économie. Vous êtes le bienvenu. Et Monsieur Hassan Khalil. Bonsoir Monsieur Hassan Khalil. Vous êtes maître assistant en finance, Université d'Ain Shams. Bonsoir, vous êtes le bienvenu. Et donc je commence en fait avec ces dernières déclarations du chef de l'État, le président Abdel Fattah ici, qui a affirmé hier que l'économie égyptienne était sur la bonne voie et que les mesures de réforme économique avaient commencé à porter leurs fruits. Je commence avec cette déclaration parce que là, il s'agit d'une sorte de déclaration peut-être qui rassure un petit peu les gens qui souffrent aujourd'hui et qui intervient en fait alors que l'organisme central du recensement et des statistiques a en fait parlé du taux d'inflation en janvier 2017 et qui atteint donc un taux très important. Il faut admettre qu'on est dans une situation assez critique. On ne peut pas nier ça. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes au niveau du macroéconomie. C'est le déficit, c'est l'inflation, c'est le chômage, c'est les niveaux de réserve, c'est compliqué. Et aussi, nous avons des problèmes sur le niveau du microfinancement, c'est-à-dire en ce qui concerne l'agriculture, la pisciculture, l'industrie, le commerce, tout ce que vous voulez. Ça, ce ne sont pas des problèmes qu'on a vus juste les derniers jours. Bien sûr, ça, c'est une accumulation des dizaines d'années. Mais le problème que ces jours-ci, à cause des 2 révolutions, c'est-à-dire l'instabilité dans le marché, et aussi à cause de la guerre contre le terrorisme, ça a touché des secteurs très importants dans notre économie, surtout le tourisme et l'export aussi. Ça, c'est un secteur très important. Il faut aussi admettre que le monde entier est dans un cas d'instabilité économique. Regardez le monde entier, regardez l'Europe, et regardez les États-Unis, ce qui se passe, la Chine. Le monde entier est instable. Le commerce international n'est pas comme avant. Alors la situation économique mondiale, elle aussi, n'est pas stable. D'accord.
De telle façon qu'on a eu un grand projet, le méga projet de canal de Suez, mais malheureusement, à cause de la situation mondiale, on n'a pas vu les revenus qu'on s'attendait. Est-ce que ça va continuer pour quelque temps? Oui, ça va continuer pour quelque temps. Nous, en Égypte, on est en train de travailler sur une stratégie locale pour l'alimentation, c'est-à-dire on concentre sur l'agriculture et la pisciculture pour assurer une stabilité sociale. Mais la stabilité sociale et la stabilité alimentaire peuvent être assurées dans une période entre 6 mois et 1 an. C'est pour cela que M. le Président parle toujours que la stabilité sera vue entre 6 mois et 12 mois. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que les économistes, vous êtes économiste avant tout, est-ce que vous aussi, vous trouvez que l'économie peut se stabiliser ou la situation peut stabiliser entre les 6 mois, les 6-12 mois? Pas la situation, mais la stratégie alimentaire. C'est très dangereux ne pas avoir une stratégie alimentaire. Au Parlement, presque chaque jour, on a des rencontres et des réunions avec les ministres qui sont responsables, que ce soit le ministre de l'Agriculture, que ce soit le ministre d'Approvisionnement, que ce soit le ministre de l'Irrigation, parce que ce sont les 3 qui sont responsables. On est en train de travailler sur une stratégie qui peut rassurer, une stratégie alimentaire, une stabilité alimentaire, mais pas une stabilité pour toute l'économie. Pour toute l'économie, on a besoin d'attirer l'investissement, on a besoin de redessiner la stratégie d'investissement dans l'Égypte tout entière. Ça peut prendre entre 3 et 5 ans. Là, vous parlez d'un secteur qui touche toutes les maisons, toutes les familles ici en Égypte, la stabilité alimentaire. Voilà. C'est l'un des soucis les plus importants. Pas souci, ça c'est un grand problème. Voilà, et là aussi, vous parlez en tant que député apparemment, donc nous allons revenir à ce point. Et vous, au sein du Parlement, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure par rapport aussi au gouvernement? Mais là, j'aimerais bien revenir à vous, Dr Khalil, justement pour parler de l'inflation. Lorsqu'on parle de l'inflation, parce qu'on parle de l'augmentation des prix, et donc on espère bien parvenir ou arriver à cette stabilité alimentaire, lorsqu'on parle d'inflation, et puisque tout le monde en parle aujourd'hui, à la suite justement de ce communiqué ou des chiffres annoncés par l'organisme central du recensement et des statistiques, qu'est-ce que ça veut dire en des termes simples là? En termes simples, l'inflation a augmenté pendant le mois de novembre et de décembre, oui. Mais les statistiques ont publié seulement le mois de janvier. Oui, le mois de janvier et le pourcentage annuel. L'inflation a augmenté, selon la Banque centrale, de 20% comme un pourcentage annuel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez un bien de 100 livres, avec 100 livres, maintenant, il va vous coûter 120 livres. Ça, c'est l'augmentation. Mais ça, c'est la moyenne de tous les biens en Égypte. Les biens, soit bien importés ou soit bien fabriqués en Égypte, etc. Biens ou produits? Des biens et des produits, les deux. C'est la moyenne de tous les biens et les produits en Égypte, consommés en Égypte. De 20% seulement? Oui, 20%, c'est le pourcentage annuel selon la Banque centrale. D'accord. Bien sûr, quand on dit que le taux annuel a augmenté de 20%, ce qui augmente un taux annuel de 20%, c'est-à-dire que presque le taux de décembre et de novembre a augmenté de 50%. Mais le problème, ce n'est pas le 2 mois. Le problème, c'est en janvier, il a atteint encore 29%. Pourquoi cette augmentation? Moi, je pense, du point de vue financier, que la principale cause, c'est la dévaluation. Tout d'abord, pourquoi il y a une dévaluation? Que si on veut parler de taux de réserve, le taux de réserve était de 35 milliards avant la révolution égyptienne. Après la révolution égyptienne, le taux de réserve en dollars a diminué de 35 milliards de dollars vers 16 milliards avant la dévaluation. C'est pour cela que le taux de réserve en dollars a diminué, causé par trois causes principales. Le tourisme, tout d'abord, qui a chuté à cause de la révolution. Tout d'abord, une autre chose, c'est le revenu du canal de Suez, qui a diminué à cause de la circulation mondiale, qui a diminué à cause de que l'économie mondiale a bien chuté. Et enfin, l'histoire du marché noir et le transfert des étrangers, le transfert des Égyptiens de l'étranger. À cause du marché noir et la faible réglementation après la Révolution,
le transfert des Égyptiens à l'étranger a bien diminué. C'est pour cela qu'on est obligé de diminuer le taux de réserve. C'est pour cela que le taux de réserve en dollars a bien diminué. Après la dévaluation, selon la Banque centrale, le taux a augmenté une autre fois pour atteindre aujourd'hui, je pense, une vingtaine de milliards de dollars. 26,5. 26,5 milliards de dollars. Mais ça, ce n'est pas toujours une chose positive. Oui, bien sûr, le taux de réserve a augmenté, mais bien sûr que les produits importés de l'extérieur ont encore augmenté. Les prix des produits importés de l'extérieur ont augmenté. C'est pour cela que même si on a des points forts causés par la dévaluation, ou si on est obligé de faire la dévaluation, on a des points faibles au niveau de l'individu, au niveau de la consommation des prix. L'un des points forts les plus importants de la dévaluation de la livre égyptienne, c'était d'attirer les investissements étrangers. Là, c'était peut-être avant tout, c'est de rassurer les investisseurs étrangers, les institutions internationales vis-à-vis de l'économie égyptienne, puisque là, on a l'aval du Fonds monétaire international qui décide alors que voilà, ça c'est une économie prometteuse et donc on s'attend à... Voilà, ça c'est un bon terrain pour les investisseurs. Où sont les investisseurs, Dr. Fassma? Non, c'est pas la dévaluation pour attirer les investisseurs, mais c'est d'avoir un seul prix pour la devise et que ce prix-là soit, si jamais ils ont besoin, ils doivent aller dans des canaux officiels, c'est-à-dire le système bancaire. On ne peut pas travailler sur un marché où il y a plusieurs prix pour la devise et parfois, quand on a besoin, on doit aller vers un chemin illégal. Les investisseurs ne peuvent jamais faire ça. Mais question que ça a été fait pour les investisseurs, non. Moi, je dis toujours, et j'ai répété ça plusieurs fois, quand on veut attirer des investisseurs, on a besoin d'avoir un environnement attirant. Voilà, tout un pas seulement le prix de la devise. Qu'est-ce qui entrave de mettre en place cet environnement attirant? Nous avons des problèmes très compliqués, y compris, je ne veux pas vous dire une longue liste, mais y compris qu'on est en train de faire la guerre contre le terrorisme. La région n'est pas stable. Alors l'Égypte fait la guerre aussi en Sinaï, et Sinaï, c'est la région où la majorité des investisseurs sont invités à venir. Et puis deuxièmement, nous avons des problèmes trop compliqués sur le niveau de la bureaucratie. Imaginez-vous qu'on a besoin d'une loi d'investissement depuis 2015 et jusqu'à présent, elle n'est pas là. Elle est où cette loi? Pourquoi cette loi n'a pas été promulguée? Pourquoi elle n'est pas sortie jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'elle a toujours des points faibles. Imaginez-vous, il y a 2 ans et quelques, et on n'arrive pas à avoir une loi directe. Pourquoi? Parce que, à cause de la bureaucratie égyptienne, par exemple, vous adressez un point, vous trouvez que ce point-là est en dispute entre le ministre de Financement, ou bien l'investissement, ou bien du commerce extérieur et intérieur. Ce sont des problèmes internes, ce sont des problèmes trop compliqués. Le système en Égypte est très compliqué. La bureaucratie va tuer tout, non seulement les investisseurs de l'étranger, mais il y a une autre question. Où sont les investisseurs égyptiens? Où sont-ils? Voilà. Une question très importante. Ça, c'est très compliqué. On s'adresse toujours aux investisseurs étrangers. Voilà. Où sont les investisseurs égyptiens qui, parfois, eux, vont s'investir à l'étranger? Écoutez, madame, si l'investisseur international trouve que les Égyptiens ne veulent pas investir, comment lui-même il va investir? Deuxièmement, la majorité des investisseurs étrangers, quand ils viennent en coopération avec les Égyptiens. Alors, si les Égyptiens n'arrivent pas à faire ça, ou ils sont un peu inquiets, comment demander de voir une promotion d'investissement? Nous n'avons pas un plan d'investissement. Et ça, c'est très simple. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas le plan. Qu'est-ce que vous voulez faire à Aswan? Qu'est-ce que vous voulez faire à Luxor? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on a des projets, c'est-à-dire que chaque gouvernement, chaque ministère précise avoir c'est pas le ministère. Des projets déjà préparés pour les investisseurs, pour l'investisseur bien choisi. Je vais vous dire, par exemple. N'est-ce pas, on a entendu parler... Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé... Mais ça a été déclaré au moins. C'est pas juste. Moi, toute ma carrière, c'est avec les investisseurs. Vous devez avoir, nous sommes au XXIe siècle, nous devons avoir un plan d'investissement.
Et si jamais l'investisseur veut faire ça, et ce plan-là doit être réaliste, c'est-à-dire, moi j'ai dit, il y a une équation très simple que personne n'en en parle. Qu'est-ce qu'on veut faire à Aswan? Il y a ce qu'on appelle le SWOT analysis. C'est très simple. Personne n'en parle. Je ne veux pas parler des théories compliquées. Qu'est-ce qu'on peut faire à Aswan? Qu'est-ce qu'on peut faire à Alexandrie? Qu'est-ce qu'on peut faire à Ménia? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas mettre un projet là où on veut le mettre. On doit avoir des points forts. On doit avoir un système qui peut les aider. On doit avoir des jeunes qui peuvent travailler bien entraînés. On doit avoir une longue liste. Mais ce n'est pas comme ça qu'on part. Même pour distribuer les terrains, c'est très compliqué. Voilà, ça c'est très compliqué. Donc, très compliqué. Apparemment, c'est compliqué. Mais là, je reviens à une image plus large lorsqu'on parle de l'économie en général. Vous avez précisé, Dr Hassan Khalil, tout à l'heure que les points forts de l'économie égyptienne, à savoir des réserves certainement aussi, c'était le tourisme, certainement qui connaît aujourd'hui des problèmes depuis des années, le canal de Suez, et là on parle des deux piliers de l'économie égyptienne, et de l'investissement, par exemple. On ne va pas parler de la production en ce moment, mais puisque ces deux secteurs ne font pas l'essor aujourd'hui ou ne connaissent pas leur essor aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire justement pour pousser cette économie égyptienne? On a bel et bien parlé de la production, des petites et moyennes entreprises, et comment justement recourir aux, je ne sais pas dire, mais à l'expérience de pays comme l'Inde, comme la Chine, et comment développer, par exemple, l'industrie de famille, les petites et moyennes entreprises. On est où par rapport à tout ce qui peut aujourd'hui pousser l'économie égyptienne? Voilà, les investisseurs étrangers, on a des problèmes de bureaucratie et d'autres problèmes. Le tourisme, on a des problèmes, même avec le retour de quelques pays. Là, on va en parler plus tard. Et le problème, donc, on est l'économie mondiale et donc qui affecte le canal de Suez. On n'a rien à faire que produire. Oui. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Tout d'abord, quand vous parlez du tourisme, le revenu du tourisme, c'est un revenu variable. On ne peut pas être dépendant d'un revenu variable. Mais on a toujours oui. Il varie. Mais c'était toujours le cas plus ou moins. Oui. N'est-ce pas? Non. En avance, il n'était pas variable. Il est en augmentation toujours. Parce qu'on avait une stabilité politique. Jusqu'à 2010. Oui. 2010-2011, oui. Mais maintenant, on a une forme d'instabilité politique. C'est pour cela que je ne peux pas, comme un pays, être dépendant d'un revenu variable. Ça, c'est le tourisme. Si on veut parler du canal du Suez, le problème que la circulation mondiale a diminué parce qu'on est en crise mondiale. Par exemple, la dette de la France atteint 98% de son PIB. De même pour la Grèce. Et pour la Grèce, elle est supérieure à 100% pour la Grèce. De même pour plusieurs pays en Europe. C'est pour cela qu'on ne peut pas être dépendant ni du tourisme ni du canal du Suez. Vous avez mentionné un point très important, c'est la production. Si on prend le cas de la Chine, la Chine a cherché l'indépendance des autres. Okay? C'est pour cela que l'Égypte doit chercher maintenant l'indépendance. On a un avantage, la dévaluation, selon moi, un propre point de vue, c'est un avantage, ce n'est pas un inconvénient. La Chine cherche toujours d'évaluer sa monnaie. C'est pour cela pourquoi l'Égypte ne peut pas profiter de la dévaluation de sa monnaie nationale. On est maintenant, le livre égyptien est faible. Si on a réussi, ou si on va réussir de tout d'abord faire une production avec une bonne qualité, avec une qualité qui peut avoir une grande compétition à l'international, alors on va profiter de la dévaluation d'une manière plus grande. Pourquoi? Parce que notre monnaie est faible. Si votre monnaie est faible et vous faites des productions avec de bonnes qualités, alors vous allez trouver des marchés. C'est pour cela. Ce n'est pas le revenu du tourisme, ce n'est pas le revenu du canal du Suez, c'est l'exportation avec une bonne qualité. Et pour chercher une bonne qualité concernant la production, on doit avoir un bon budget pour l'éducation technique. C'est pour cela, moi je pense, mon point de vue financier, c'est de chercher à augmenter le budget de l'éducation technique, pas l'éducation universitaire. On revient à l'enseignement, c'est-à-dire on revient aux bases, à la base de tout, c'est de former.
former la population, former la jeunesse. Donc, puisque vous venez de mentionner la monnaie et la valeur de la monnaie, donc je vous invite, et vous, chers téléspectateurs, à revenir un petit peu au début du mois de novembre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, les décisions de la Banque centrale. Et là, je rappelle, c'était certainement la décision la plus importante peut-être, c'est celle certainement de la dévaluation de la livre égyptienne. On a laissé flotter la livre égyptienne, ce qui n'est pas un point négatif, ce dont les économistes et les experts en finance certainement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut profiter, qu'il fallait profiter justement, qu'il devait y avoir des mesures parallèles peut-être. Je vous propose donc de suivre ce commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après. La Banque centrale égyptienne a dévalué en novembre la livre égyptienne de 47,7%. Elle a annoncé sa décision avec effet immédiat de passer à un régime de change libéralisé pour contrer toute distorsion sur le marché national d'échange des devises étrangères. La Banque centrale égyptienne a également annoncé une hausse de 3 points des taux d'intérêt à 14,75%. Selon la Banque centrale, la libéralisation du taux de change faisait partie d'un ensemble plus large de réformes qui assureront la stabilité macroéconomique. L'Égypte a vu ses réserves de dollars fondre ces dernières années à 19,6 milliards en septembre, soit 50% de moins qu'en 2011. Une grande partie de ces sommes a servi à soutenir la livre égyptienne face au billet vert avec des dévaluations occasionnelles. La pénurie de dollars a affecté la capacité des importateurs à faire entrer dans le pays les matières premières ou les produits alimentaires de première nécessité. Ainsi, le pays a dû faire face ces derniers mois à des pénuries de sucre, de riz, d'huile, de lait ou encore de médicaments. Autre conséquence de la chute de la monnaie, la hausse des prix. En août, le taux d'inflation a atteint son plus haut point mensuel à plus de 15,5% avant de retomber, selon les données de l'Agence nationale de la statistique CAPMAS. Sur le marché parallèle, la livre est tombée à 18 livres pour $1. Plusieurs dévaluations ont déjà eu lieu la dernière en mars, mais aucune n'a pu enrayer la pénurie de devises étrangères. Tarek Amer, gouverneur de la Banque centrale, avait déclaré en juillet que défendre la livre égyptienne contre la dévaluation avait été une grave erreur, ce qui avait conduit à penser que l'Égypte laisserait flotter sa monnaie. Une déclaration publiée sur le site internet de la banque indiquait que laisser flotter la monnaie aiderait à limiter le marché noir égyptien. La mesure a aidé l'Égypte à sécuriser un prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international, ce qui va renforcer la confiance des investisseurs. Le gouvernement met également en place un programme de réforme, notamment des réductions de subventions sur des biens clés, pour répondre aux conditions requises pour le prêt du FMI. Les réserves du pays en devises étrangères s'élevaient à 19,6 milliards de dollars en septembre, soit une augmentation par rapport aux années précédentes, mais moins de 50% du niveau de début 2011. De retour, et certes c'était un commentaire sur la décision de la Banque centrale de laisser flotter la monnaie égyptienne. Là on parle en fait d'un remaniement prévu au sein du gouvernement. Vous, Dr Pessant Fahmy, en tant que membre du Parlement, est-ce que vous attendez à des changements importants de portefeuille qui doivent vraiment changer? Vous attendez à de nouveaux visages, figures, donc qui doivent un petit peu, je ne sais pas comment qualifier ou préciser la situation, mais sauver un petit peu le gouvernement et les décisions donc prises et qui concernent certainement la stabilité alimentaire. La façon dont on travaille est inacceptable. C'est-à-dire, on parle toujours d'un plan ou une stratégie alimentaire. Si vous voyez comment le gouvernement travaille ensemble, vous allez être choqués. On dirait que chacun a son gouvernement à lui. Alors, la façon de travailler... Ça, c'est votre remarque en tant que membre du député et là, voilà, au Parlement. Oui. On parle, par exemple, au ministre de l'Agriculture. Il nous dit que c'est l'irrigation. Pas de l'irrigation, ce sont les terrains. On parle à celui qui est responsable des terrains. Non, non, ce n'est pas les terrains, ce sont les je ne sais pas quoi. Mais c'est un seul cabinet. Alors, on a remarqué, et c'est pour cela qu'on change le gouvernement ou qu'on ne le change pas. Si la façon de travailler va continuer d'être la même, alors l'issue est vue. On n'aura pas de solution. Et pourquoi c'est la même façon selon vous?
Pourquoi ça ne change pas? C'est une éducation, c'est une culture, c'est une façon de gestion. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai travaillé dans des institutions multinationales toute ma vie. J'ai jamais vu ça. Le succès, ou le travail, c'est un groupe. C'est pas facile de travailler en groupe, mais il faut apprendre à travailler en groupe. Parce que le cabinet, c'est un seul cabinet. Moi, je peux pas... J'ai 34 ministres, imaginez-vous. Chacun à lui. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Quand on travaille, vous parlez à un ministre, vous dites c'est pas moi, c'est l'autre. Mais vous êtes dans un seul cabinet. Alors si le changement va amener une façon de travailler qui est la même, on n'a rien fait. S'il n'y a pas une coopération entre les ministres qui sont responsables, par exemple le groupe d'économie, parce que ça c'est le groupe le plus critique. S'ils ne vont pas changer la façon de travailler, c'est pas changer les têtes. On n'a rien fait. Et vous attendez un changement de méthode, si on peut dire? Voilà, d'attitude. Pas de méthode seulement, d'attitude. D'attitude. Par exemple, on a parlé beaucoup de diminution des dépenses du gouvernement. Ils demandent d'élever leur salaire. On dirait qu'ils ne vivent pas avec nous. Vous voyez? Comment vous osez? Et moi, je me demande, vous voyez, qu'est-ce que c'est ça? On a demandé la diminution du nombre de conseillers. Ce sont par des dizaines de milliers. Rien n'est fait. Regardez les dépenses des voitures, du voyage, le nombre d'ambassades, tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Alors on regarde le budget de l'autre côté. Le tiers, ce sont des salaires. L'autre tiers, c'est la subvention. Et le troisième tiers, c'est payer les dettes. Alors c'est fini. Vous voulez de parler, vous dites, vous voulez dépenser plus sur l'éducation. D'où? Il n'y en a plus. Très bien. Là, si on veut une recette rapide, justement pour sauver l'économie, qu'est-ce que vous conseillez? Oui, ce sont deux variables. Mais le problème qu'en économie, on a besoin de la politique. La politique, c'est l'application pour sauver l'économie. Dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Oui, production, mais pas de production des produits consommables. Dans quel secteur? Oui, je dis, pas de production dans des produits consommables. En 1991, on a pris un prix de l'FMI, mais on a consommé tout le prix dans des produits consommables. Mais pas de production, pas d'usine. Par exemple... Pas dans des projets? Oui, dans de grands projets. Par exemple, il y a des usines égyptiennes. Oui, il y a des usines égyptiennes. Mais le problème, c'est comment ils fabriquent les produits? Avec des machines importées de l'extérieur. C'est pour cela que les moyens de production sont toujours importés. C'est pour cela qu'on doit tout d'abord chercher l'indépendance au niveau de la production. Et d'autres choses, c'est d'augmenter le budget. La matière première est importée. Oui. Et même la matière première. Mais s'il n'y a pas un grand budget d'éducation, alors moi je pense le budget. S'il n'y avait pas assez d'argent pour l'éducation... Qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans le Parlement? Tout d'abord, je m'excuse. Donc je reviens avec cette question en fait. Oui, je vous en prie. Oui, alors ce sont deux facteurs. La production tout d'abord, pas la production des produits consommables, la production des biens. Quand toujours on importe de l'extérieur, par exemple les voitures, les machines, etc. Et le deuxième facteur... Dans le but de l'exportation. Oui. Le deuxième facteur, si on n'a pas essayé, d'augmenter le budget d'éducation, on doit réformer le principe ou la culture d'éducation. Par exemple, tous les gens aujourd'hui veulent rejoindre les universités, pour, par exemple, du commerce, de la médecine, de l'ingénierie. Ça, c'est pas dans tout le monde. Par exemple, en France, il y a d'autres écoles techniques. Le secteur de l'éducation est diversifié. C'est pour cela que... Mais l'élève a toujours le choix. C'est-à-dire qu'on n'impose pas aux élèves, à la jeunesse, de suivre quel chemin l'éducation technique. Parce que là, aussi, on insiste sur ce point. Mais là, si vous rappelez, dans l'exemple de la France, tout est ouvert à tout le monde. Oui, le problème il s'agit là c'est une question de choix. Le problème en Égypte, qu'officiellement, vous avez le choix. Oui. Mais réellement, vous n'avez pas le choix. Parce que si je choisis d'être un technicien, est-ce que je vais gagner bien? Est-ce que la société va bien regarder le technicien?
Je ne pense pas. Ça ne va pas être donc ton choix. Non, c'est un choix, mais c'est un mauvais choix parce qu'il n'y a pas un budget... Donc il ne faut pas aussi l'imposer. Là, il ne faut pas aussi l'imposer. Non, pas l'imposer, mais augmenter l'importance du secteur technique. Donner plus de valeur. Qui va fabriquer? Est-ce que j'ai des ingénieurs? Par usine, j'ai besoin de combien d'ingénieurs? 3 ou 4 ingénieurs, mais j'ai besoin, par exemple, de centaines, 200, 300 ouvriers. Est-ce que c'est une question de marché de travail, de reclassifier le marché de travail? Former des techniciens, des ouvriers, mais aussi former la jeunesse. Oui, la jeunesse. Donc, on était là dans un point qui rappelle la production, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement, qu'est-ce qu'il faut produire et dans quel but? Là, je peux aussi parler du prêt du Fonds monétaire international qui devait être consacré à des projets peut-être plutôt qu'à couvrir un certain déficit budgétaire ou donc pour justement donner à nourrir la population. Tout d'abord, on ne peut pas ne pas nourrir. D'accord. Ça, c'est théorique. D'accord. On ne peut pas avoir des gens qui ont faim. Impossible. Vous avez raison. Deuxièmement, on a vu le plan qui a été fait par le gouvernement, qui est le 2030. Et la remarque qu'on a fait à la comité économique, c'est un plan superbe. Mais qui est capable d'accomplir ça? Ça, c'est le problème. Est-ce qu'on a un groupe capable, je répète, capable d'accomplir ça? Mais n'est-ce pas, on a des experts et des spécialistes partout, dans tous les domaines. Le premier, comment on appelle, le premier pas n'a pas été un succès. C'est pour cela qu'on change tout de suite le gouvernement. Tout de suite. Ça n'a pas été un succès. C'est pas tout de suite. Non, le gouvernement est là depuis combien de mois? Combien? Des mois. Ils n'ont pas vraiment eu aucun succès dans aucun domaine. C'est pour cela qu'on a changé vite. Bon, on va avoir un nouveau gouvernement. Est-ce qu'on va changer les noms? Je viens de dire ça. Ou bien on va changer la possibilité d'accomplir ces plans-là. Tout d'abord, vous devez savoir qu'on importe presque tout ce qu'on mange. Tout. Ça, c'est ridicule. Nous sommes ou nous approchons à 100 millions. Nous ne sommes pas 2 ou 3 millions. Nous sommes 100 millions. Ils doivent manger, être éduqués, même si l'éducation est jusqu'à même quoi, pas l'université. Ils ont un service aussi de santé qu'ils doivent l'avoir. Ils doivent se déplacer. Ils doivent avoir des maisons. Ça, c'est un grand problème. Nous sommes 100 millions. Et malheureusement, l'idée du travail n'est pas vraiment claire. C'est-à-dire, nous avons besoin des gens, non seulement qui travaillent comme des ouvriers, nous avons aussi l'agriculture. Si tout le monde va aller à l'école et tout le monde va aller à l'université, qui va faire ce travail? On importe les gens de l'étranger. Vous n'êtes pas satisfaite du gouvernement et Absolument, absolument. Voilà, et du travail du gouvernement. Est-ce que vous, là, vous êtes satisfaite du Parlement et du rôle que le Parlement a joué au cours des derniers mois? Écoutez, madame, le Parlement a 2 rôles. Ils sont bien connus. D'accord. Premier rôle, c'est si jamais on a besoin de quelques lois, on doit les mettre en place. Et deuxièmement, il faut faire contrôle sur le gouvernement et le pays en général. C'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est comment on en sortir de ce problème-là. Le problème en Égypte, le problème économique en Égypte n'est plus un problème simple et facile. C'est un problème, je répète, très critique et très compliqué. Et Monsieur le Président l'a mentionné plusieurs fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et vite, on doit travailler sur l'agriculture et la pisciculture. Et vite, parce que les gens doivent manger. Et dire que ce n'est pas important de manger, la consommation, je ne parle pas des produits de luxe, docteur, mais je parle qu'il y a le minimum de consommation, qu'on doit la faire nous-mêmes. Nous-mêmes. Et ça, on ne le fait pas. C'est dangereux, pourquoi? Parce que vous parlez du tourisme. Oui, quand vous venez de mentionner le tourisme, ça c'est un secteur très fragile. On ne peut pas dépendre du tourisme pour construire l'économie égyptienne. Oui, c'est important, mais on ne peut pas dépendre du tourisme. C'est variable. Là, je rappelle c'est instable,
C'est très sensible. C'est important là aussi de mentionner que 4 pays viennent en fait de lever l'interdiction de vol imposée par leur gouvernement voilà, sur les vols pour l'Égypte, pour le sud des Sinaï, en fait, pour Sharm el-Sheikh, à savoir la Finlande, la Suède, le Norvège et le Danemark. Oui, tout ça c'est très bien, mais si on aura un tout petit problème dans cette région, ils ne vont plus venir. C'est très fragile et c'est très sensible. On doit construire une économie solide, basée sur l'agriculture, l'industrie, la pisciculture, développer vos Mais les ressources. mesures qui ont été prises justement pour un petit peu sauver cette économie, pour relancer cette économie, étaient jugées inévitables et donc on a été promis que ces mesures doivent donc donner leurs fruits dans quelques mois, dans quelques années, quel que soit, mais de toute façon, ça doit rendre leurs fruits plus tard. Et c'est ce qu'en fait, c'est ce que vient de préciser le chef de l'État. Là, on parle parallèlement à la décision concernant la devise nationale et laisser flotter sa devise nationale. Il y avait aussi les subventions. Voilà, on a aussi précisé que la subvention doit diminuer d'ici 5 ans pour laisser à tous les produits ou les services leur prix, leur donner donc leur prix correct dans le marché. Là, avec tout ce qui se passe aussi ici en Égypte, tout ce qui concerne le citoyen, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est inévitable toujours? Il faut aussi supporter cette levée de l'inflation. Vous parlez des individus. Vous devez savoir que 25% de la population égyptienne est sous le seuil de pauvreté. C'est ça, c'est selon les données de la Banque mondiale. Je pense que c'est environ 2012, etc. Le seuil de pauvreté, c'est 25% sont pauvres. C'est-à-dire, mais ces 25% vont être compensés par le ministère de l'Tadam, si je ne me trompe pas. Pas suffisant. Pas suffisant. Même si on leur donne combien? Vous voulez donner combien? 500 1000 livres? Pas suffisant avec l'escalation des prix. Si nous avons, une inflation de 30%, ça, c'est pas rigolo. Hein? S'il y a une production locale, comme on avait dit, s'il y a une production locale, une indépendance au niveau de la nourriture, au niveau de la production, alors on peut, à ce moment, augmenter les prix, si on a une indépendance. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas contrôler les produits de deux produits, les produits locaux et les produits importés. Oui, les produits importés, oui, je sais. L'histoire des produits importés, je suis d'accord. Ils doivent augmenter les prix parce que le dollar a augmenté. Le prix du dollar a augmenté. Mais le problème, c'est que les produits locaux, ils ont une grande valeur ou un grand prix. C'est pour cela, pour contrôler les prix des produits locaux, on doit avoir une indépendance. Mais excusez-moi, quels sont les produits locaux? Ils dépendent tous des matières premières importées. Oui. Et c'est toujours la devise, vous voyez. À mon avis, si le plan que M. le Président a mentionné, c'est-à-dire le développement du 1,5 million fait dedans, et de la pisciculture, et ce qui se produit sur ça, ça peut nous donner une stabilité relative, si vous voulez, pour quelque temps, jusqu'à ce qu'on ait accompli le plan industriel qui est de 3 à 5 ans. Mais il faut, au commencement, accomplir le 1,5 million fait dedans, et la pisciculture et l'industrie qui sont basées sur ces deux. Nous avions une réunion ce matin avec le ministre de l'Approvisionnement et il a montré que à peu près 100% de nos demandes sont importées de l'étranger. Et tout ça dépend de la valeur du dollar. Alors si la valeur du dollar est assez élevée, c'est compliqué. Là, parce qu'il ne nous reste qu'une petite minute, là, en ce qui concerne la devise étrangère ou le dollar qui doit couvrir nos importations. Pourquoi aujourd'hui les importations, ce n'est pas seulement les importations des produits les produits essentiels et non pas même les produits de luxe, parce qu'on a trouvé dans les marchés aussi, il y a aussi tous les produits, toutes sortes de produits, les produits essentiels ou primaires, mais aussi les produits de luxe. Pourquoi on consomme toujours, on dépense toujours pour couvrir les produits de luxe? Je pense que les produits de luxe qui sont sur le marché ont été importés avant cette décision. Je ne pense pas qu'après la décision... Il y a une décision claire? Ça date de quelle... C'est très difficile. C'est très difficile d'importer maintenant parce que la majorité est adressée vers l'industrie, pour la matière première, vers l'alimentation et de payer les dettes aussi. Payer les dettes. Donc je vous remercie en fait infiniment.
Ça doit continuer. Est-ce que vous avez un dernier mot, Dr Hassan Khalil? Oui, un dernier mot. C'est bien sûr que les produits importés de l'extérieur, il y a des produits importés parce que il y a une demande. Mais la demande ne représente pas toute la population. C'est ça. La demande sur les produits du luxe ne représente pas toute la population. Si vous voulez acheter à ce prix, si c'est convenable pour les personnes riches, par exemple, alors ça va bien. Vous pouvez oui, vous avez raison, mais pourquoi ça se trouve déjà sur les marchés? Pourquoi on a donné justement une partie de la devise étrangère, justement, qui est jugée très importante aujourd'hui dans le contexte économique actuel? Pourquoi aussi on donne cette somme justement pour l'importation? Voilà, oui, on va. Je vous remercie infiniment, Monsieur Hassan Khalil. Je rappelle que vous êtes maître assistant en finance à l'Université de Ain Shams. Merci beaucoup de vos précisions, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup à vous, Dr Passan Fahmi. Vous êtes expert en économie, vous êtes aussi membre du Parlement. Voilà, bon courage, bien sûr. Merci aussi de vos précisions et d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.